j'ai la peau super nette sur ton truc. T'as vu? J'ai mis un filtre. En fait, on a plein de boutons sur la gueule. On vous fait un bisou. T'es tricoté. Vous nous manquez. Ouais, grave. Grave. Bisous. J'arrive pas à l'attraper. Je suis un peu petite. Bonjour à tous. Bonjour. On est lundi. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes ces nouvelles personnes qui arrivent ici. Je suis Sophie, je suis apicultrice et tricoteuse. J'habite dans un petit coin de Charente-Maritime avec mes chiens, Cookie et Happy. Cookie qui vient d'aller au toilettage, donc qui a vomi tout ce qu'elle pouvait dans la voiture. C'est tellement plus marrant de vomir dans la voiture plutôt que dehors. Si, elle a aussi vomi sur la route, mais il y a une voiture qui a roulé dessus, c'était bien dégueu. Bon bref. Et Happy qui est couché à ma droite. Je suis entourée par mes deux chiens. J'ai des nouvelles petites acolytes dans mon poulailler. Je vous montrerai ça entre deux vidéos. Accessoirement, j'ai aussi un mari et un fils. Mais bon, voilà, vous avez compris. Je vous remercie pour vos messages de bon rétablissement que vous m'avez tous adressés. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Je vous ai mis des cœurs, ça veut dire que j'ai lu. Mais j'ai pas bâclé la lecture, j'ai lu tout ce que vous m'avez écrit. Aujourd'hui, ça peut aller, même si je suis pas encore complètement rétablie. Je vous passe les détails parce que bon, voilà, c'est perso. Celles qui savent, savent. Petit clin d'œil, puisqu'il y en a certains qui savent. C'est même un peu pire ce matin parce que ce week-end, en faisant le poulailler avec mon mari, je me suis un petit peu bloqué les lombaires, côté droit. Donc c'est... j'ai mis mon coussin chauffant là, je suis calée dans mon fauteuil et je pense que je vais pas bouger de la journée. Enfin si, je vais bouger parce qu'il faut bouger un peu, mais disons que ça va être repos forcé et c'est très bien comme ça. Donc je viens vous parler de tricot et notamment des objets terminés parce qu'il y en a deux. Celui que je porte, le top Giza. Donc je vais vous en parler un petit peu. Ce top Giza, je vais essayer de... En fait, j'ai cassé mon trépied, donc c'est un élastique qui tient le téléphone. C'est-à-dire que si je bouge le téléphone, je peux me prendre l'élastique dans la tronche et c'est pas vraiment ce que je veux. Le top Giza, c'est un top de Knitting for Breakfast. Je vous mets la petite vignette ici. Qui se tricote en... Je me rappelle plus, je regarderai sur mon Ravelry, je vous noterai ici. Je l'ai tricoté en mérino lin de chez Ophilorus. Donc ce top, mérino lin, je l'ai tricoté en aiguille, je sais plus combien je voulais marquer. Il est facile, il est débutant compatible. Les augmentations se font dans le yoke, ici dans l'empiècement. C'est un diagramme, je crois, je me souviens plus. Hein. Il est assez long, je sais pas quoi vous dire. Je pourrais vous le montrer en entier, mais en fait, si je l'enlève, je n'ai rien dessous. Ben, si, j'ai une brassière, mais
Voilà, mais bon, après, je vais pas... Voilà, donc il est... bon, vous avez vu, j'ai mis des photos sur Instagram. Franchement, là, j'ai un peu chaud ce matin, mais il est vachement pratique pour la mi-saison. Quand il fait frisquet, mais pas trop. Quand il fait chaud, mais pas trop. Entre deux. J'aime beaucoup. J'aime bien les tops en tricot. Le lin, il donne un tombé, un drapé au tissu. Et franchement, il fait son petit effet. Mon petit doigt me dit qu'il va tomber sur les aiguilles de certaines. Et elles ont bien raison. Parce qu'en plus, on peut faire ce qu'on veut pour les manches. On peut les faire longues ou courtes. Moi, je les ai fait courtes cette fois-ci. Et je le mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. La laine, elle se détend pas. L'encolure est assez large, on est en été. Enfin, en été, sur le papier, on est en fin de printemps. Mais sur en vrai, on est plutôt dans une saison un peu automnale. Mais les feuilles ne tombent pas, mais il fait frais. Mais voilà, je voulais pas une encolure trop comme ça. Donc voilà, non, il est vraiment, vraiment bien. J'ai pas mis très longtemps, j'ai dû mettre 1 mois pour le tricoter, en plus de mes autres en cours. Et je suis plutôt très très contente de ce modèle. Il est possible que j'en tricote un deuxième. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Mais, ou pas, je ne sais pas encore. Voilà, ça c'est le top Giza. J'ai aussi fini mes chaussettes autorayantes. Donc laine sur la rive côté laine. J'ai pas de bloqueur sous la main et j'ai la flemme de me relever. Mais je vous les présente comme ça. Je vous les mettrai sur Instagram en belles photos. Instagrammable. Ok. Donc j'ai utilisé la technique, donc j'ai fait un talon après coup. Le talon après coup, c'est quelque chose de facile à faire. Pour m'aider, j'ai suivi le tuto de Anna, de la chaîne ou de la marque Le Bruit des Aiguilles, qui nous propose un tuto mais vachement facile en fait, où elle nous explique comment relever les mailles pour faire son talon. En fait, la technique est la suivante, on relève à partir du milieu. C'est-à-dire qu'on va prendre une aiguille, on va se mettre au bord du rang, on va relever toutes les mailles. Donc là, moi, ça doit être du 64 mailles en 2,25. On relève la jambe droite de chaque maille. On fait pareil de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté, ça veut dire qu'on prend la deuxième aiguille, on laisse entre deux une jambe de maille entre les deux relevages et on relève le rang du dessus. Et on vient couper son tricot en plein milieu, ici, là. On coupe et avec un petit crochet, clac, 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 on enlève le fil. C'est-à-dire que de chaque côté, on a un fil qui nous permet à la fin d'être rentré facilement et de boucher d'éventuels trous. Et après, ça, c'est exactement le même tuto que la pointe. D'ailleurs, on le voit, c'est presque le... Tiens, regarde, je vais vous montrer la pointe de celle-là. Ah, c'est la même chose que mon talon, en fait. Ça, c'est une pointe et ça, c'est un talon. Ça veut dire qu'un rang sur deux, on fait une augmentation de chaque côté. Et à la fin, bah, ça donne un talon. Ultra facile, avec un grafting à la fin pour fermer. Donc, j'ai réussi ma chaussette et je suis très, très contente. Généralement, en été, je tricote plus de chaussettes parce que il fait chaud et avoir un tricot sur ses genoux, c'est pas forcément très marrant. Il fait trop chaud, donc là, ça c'est ma paire. J'étais en retard pour mes chaussettes. Ça c'est ma paire de mai. Oui, c'est ça, ma paire de mai. Donc là, ma paire de juin, elle est en cours, mais je ne peux pas vous la montrer car il s'agit d'un test. Donc je vous la montrerai à la fin du mois de juin. Et avec un peu de chance, j'aurai peut-être le temps d'en faire une autre. En fait, j'aimerais me faire une paire de soquettes aussi. Donc je vais voir, je vais réfléchir parce que j'aimerais aussi m'entraîner un peu à faire des chaussettes en jacquard. J'ai envie de tricoter les chaussettes de Julia sous l'océan. J'ai envie, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme laine pour ça. Voilà. Donc pour tricoter les chaussettes sous l'océan, je vais utiliser cet écheveau de Au Fil d'Orus. C'était un kit Fleur du Nil. Non, pas Fleur du Nil. Sous le Nil. Non, pas sous le Nil. Quelque chose du Nil qui était associé avec un fluo, je crois. L'écheveau, bon, il est mal fait parce que je l'ai défait, refait et redéfait.
C'est joli, c'est un bleu qui est un peu grisé, qui est nuancé, toujours. Hein, c'est ça que j'aime dans les laines. C'est... Attends, je cache le jour. Je ne sais pas de quel côté il vient. C'est magnifique. Ce petit 50 grammes, je vais le doubler. Enfin, doubler, je vais utiliser en contrastant. Ouh, du fluo, la Jawol que j'ai acheté au Tricoté. Après, j'aurais pu utiliser l'autre pelote que j'ai acheté chez Rascol. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pointes, les talons et les pointes, les talons et les côtes en fluo. Je récupère dedans la bobine. Vous savez, il y a toujours une bobine avec. J'essaye de la faire sortir. Mais alors, oui, il y a une bobine, mais comment on la récupère? Ils sont mignons. Hein, ils sont mignons chez Lang. La Jawol, il y a ça dedans, à l'intérieur. Cette petite bobine, elle sert à renforcer les pointes et les talons. Comme moi, j'use mes chaussettes comme un... Parce que bah, je marche avec. Hein. Je vais le faire, cette fois-ci, dans celle-là. Donc, je vais faire ma pointe avec le fil doublé dans celle-là. Je vais faire ma chaussette normale. Je vais faire le talon en doublant le fil avec ça. Et je vais tester si c'est plus solide, si elles durent plus longtemps ou pas. Et je ferai le jacquard avec le fil tout simple. Voilà. Donc, voilà mes chaussettes sous l'océan. Je voudrais m'entraîner à tricoter du jacquard en rond. Alors, c'est pas gagné parce que je suis pas une spécialiste du jacquard. Je suis vraiment pas la reine du jacquard. Mais je me dis que, voilà, enfin, qui ne tente rien n'a rien. Il faut essayer, il faut s'entraîner. Le patron, c'est un patron qui est gratuit. Il y a plein de grilles de jacquard dedans, tout sur le thème de la mer. Donc, je vais peut-être faire des petites méduses ou des petits poissons, je sais pas, je vais regarder. Mais voilà, je veux m'entraîner, je veux faire des chaussettes en jacquard pour pouvoir, à terme, éventuellement, me tricoter les chaussettes de Charlotte Stone qui sont juste trop belles, les petites fraises et tout. Non, mais je peux pas parce que je sais pas faire, je maîtrise pas la tension. Donc, je vais m'entraîner là-dessus. Ça, ce sera en projet. Alors, ensuite, au niveau des encours, eh bien, on va parler du plus ancien. Mon West. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai changé un peu le décor. Oui, mon fils, pour ma fête des mères, m'a offert des petites lumières pour mes plantes. Là, voilà. Des lampes horticoles. Hop, oups là. Et oui, l'élastique n'a pas tenu. Voilà, pour que je puisse mettre en... Enfin, parce que ce coin-là, il est très sombre, c'est le coin de mon salon. Ça, c'est des petites plantes que mon chéri m'a offert pour ma fête des mères et ma fête. Et celle-là aussi. Bon, j'ai pas les noms, par contre, je suis pas une spécialiste des plantes. Moi, je connais la Monstera qui est là. Hop, j'en ai une grande ici. Mais je me suis dit, bah, je vais me faire un petit coin plante, un petit coin de verdure pour tourner mes podcasts. Et je trouve ça sympa. Et ici, j'ai mon géogradient et mon glittering, mes deux châles qui ne me quittent jamais. Voilà, ça c'était pour l'arrière-plan. Il fallait quand même que je vous explique. Ça, c'est un tableau que j'ai peint. Voilà, et ça, les iris derrière de la Monstera aussi. Ça tient? Ça a l'air. C'est un peu haut. Voilà. J'y ai arrivé. Hein. Ok. Donc, oui, plutôt comme ça, j'ai pas envie qu'on... Voilà, c'est mieux. Donc, dans ce sac, c'est mes West. Vous savez, le sac macareux égale Steven West. Et, donc, je vous parle du orgasmique, ou smorgasbord, comme son vrai nom est. Donc, c'est le châle de Steven West. C'est un grand châle demi-lune, un immense châle, ouais, un immense. Je me demande s'il sera pas plus grand que celui-là, là. Donc que j'ai commencé il y a un petit bout de temps, que je n'ai pas encore terminé. J'en suis à la bordure, mais la bordure, je veux pas la bâcler. Je sens que ça sent la fin et j'ai envie de le finir. Mais je me dis, si je raccourcis la bordure parce que j'ai hâte de le finir, ce serait dommage. Parce que ce châle, sa bordure, bah c'est comme dans tous les West, la bordure, elle fait partie du châle. Donc je dois, je mets un point d'honneur à la tricoter correctement et à ne pas la bâcler. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave si ça dure un peu plus longtemps.
Il vaut mieux que ça dure un peu plus longtemps, mais qu'elle soit vraiment, voilà, vraiment finie comme il faut. Donc, je vous montre ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. J'ai pas bougé mon Progress Keeper, j'ai fait tout ça. Donc j'ai fini le point de filet qui est là. Normalement c'était rayé, fallait faire des rayures. En fait j'ai commencé avec le rose foncé. Et puis après donc j'ai changé de couleur comme indiqué dans le patron. Et puis après j'ai oublié de changer de couleur. Ouais, j'ai dit bah ça fait rien, je ferai la dernière, les derniers rangs comme ça, histoire de faire un équilibre. Après ici on avait des petits rangs de je sais pas quoi. Là on avait ça, là j'aime bien ce point là. C'est joli ça. Et à la fin il y avait une bande de point mousse. Le châle il est immense. De toute façon je peux pas vous le montrer. Je peux vous le montrer mais je pourrais jamais l'étendre en entier. Parce qu'il sera immense. J'ai l'air toute palote avec ça. Donc, voilà ce que ça donne. Un grand ouest. Ouais. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est juste... c'est trop bien. Ouais, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Enfin, c'est ouest, quoi. Je suis folle de ces designs, c'est tellement... Bref, je vais pas vous refaire tout l'apologie de Steven West. Vous savez à quel point j'admire ses designs, à quel point j'admire tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Donc ce châle, j'espère le finir fin juin, avant la fin du mois. Comme ça, je pourrai attaquer le prochain, qui sera tout aussi sublime. Par contre, je partirai dans d'autres tonalités, parce que je vais pas me cantonner toujours aux mêmes couleurs. J'aime bien... je suis désolée. J'aime bien passer un petit peu toutes les gammes de couleurs. Voilà, donc là, je suis restée dans des nuances de rose et... Oh, c'est trop bien. Donc voilà, donc le West, je me donne pas vraiment d'objectif, parce que je sais pas du tout quel rythme de tricot je vais avoir, d'autant que j'ai des priorités. Finir le test secret que je suis en train de faire, et finir le châle de Christelle, que je suis en train de tricoter aussi parce que voilà, c'est les tests et c'est vraiment les deux qui passent en priorité. Donc parlons du châle de ma petite Christelle d'amour. Donc il s'agit du châle, il manque une pelote, je sais pas pourquoi. Ah, elle est là. À la croisée des mondes, que je range dans mon sac et ma bolle. Le châle à la croisée des mondes, je l'ai pas beaucoup tricoté pendant que j'étais malade parce que j'ai eu du mal à me concentrer. Quand on est malade, on n'est pas très concentré. C'est un petit peu compliqué. Donc là, ça fait juste quelques jours que je l'ai repris parce que ça va un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais bon. Disons que je retrouve un semblant de concentration, un petit peu d'attention. Donc voilà où j'en suis. Alors j'avais mis un Progress Keeper. Ah oui, j'ai quand même bien tricoté. Donc j'avais mis un Progress Keeper ici. J'étais en train de changer de couleur. En fait, elle a prévu toute une zone comme ça où on passe à l'autre couleur. On croise les mondes. Et voilà où j'en suis. Aux côtes anglaises, côté Bordeaux. Pour rappel, j'utilise les laines de Didier, coloris Pop and Speckle pour ce rose, qui est en fait un rose très vif, avec tout un tas de nuances de violet et de vert. Voilà. Et le coloris Cléopâtre, tout ça en mérino, 100% mérino. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Ouais. C'est magnifique. Donc là, on a commencé une zone où on diminue. C'est-à-dire que là, on a une pointe. Ça fait une pointe de châle. Donc, ce châle, j'ai un côté qui est plus long, là où il y a ma main droite, là, que là. Puisqu'il va c'est un triangle asymétrique. Donc, il se portera... La pointe sera ici. Voilà, il se portera comme ça.
J'adore. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime, c'est le travail de la mosaïque. Qui a un équilibre avec les côtes anglaises. Je sais pas, il y a un truc. En fait, ces côtes anglaises, c'est super relou à faire. Enfin, pour moi, hein. Attention. Vous savez, ma patience légendaire. J'ai de la patience pour certains trucs et beaucoup moins pour d'autres. Les côtes anglaises, c'est c'est comme de la brioche, mais ce n'est pas du tout la même technique que la brioche. C'est très moelleux, mais c'est super chiant à faire. Et en fait, c'est long. C'est pas que c'est chiant, c'est long. C'est comme des côtes, mais elles sont anglaises, donc je vais pas tout vous dire, hein. Pas vous dévoiler les secrets du patron. Donc ça, c'est un petit peu longuet, mais ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, elle est encadrée par cette bande de mosaïque. Ici, là, elle était entourée par... Elle est là, voilà. Elle était entourée par ce truc de mosaïque et ce truc de mosaïque. Et c'est joli, ça l'encadre vraiment, ça la met en valeur, ça l'embellit. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Et c'est beau, ces couleurs. Moi, j'aime bien. Je trouve que il n'y a pas de... Enfin, en vrai, j'ai pas trop de couleurs de prédilection. J'aime juste pas trop les couleurs d'automne, mais j'aime bien tous les roses, les prunes, comme ça, j'aime beaucoup. Bref. Donc, ce châle, et ben voilà, là, pour l'instant, il est passé en prioritaire. C'est lui que je tricote à peu près tout le temps, avec le test que je fais, le deuxième test. C'est les deux petits tests que je fais, là, vraiment, c'est mes priorités. Mais quand j'aurai fini le châle de Christelle, je termine mon West. Ah si, j'ai aussi castonné. Et oui, je voulais pas montrer castonné. Je vous avais parlé que j'avais envie de tricoter un Rokiti. Parce que j'ai des jolies laines que m'a envoyé une abonnée. Notamment de la Thèbes Nuage de chez Ophildorus. Thèbes Nuage 42% Baby Alpaga, 13% Mérino fin, 10% Yak, 35% de soie. 50 grammes, 400 mètres. Coloris Osiris, autant vous dire que c'est un vert qui est juste parfait avec l'arrière-plan de verdure là. J'adore. C'est doux, c'est doux. C'est beaucoup plus doux que du mohair, bien sûr. Donc pour tricoter ce Rokiti, j'utilise 3 verres de chez Didier. Donc bon, les noms je les ai plus, hein, parce que bon, ça c'était un kit à chaussettes, ça aussi, et ça... je me souviens plus du nom. Ça sent bon. Donc bref, peu importe les noms des laines, parce que de toute façon c'est des coloris qui ne reproduisent pas, donc il n'y a pas de souci pour moi. Voilà. Et puis c'est pas important le nom des laines. L'important c'est de vous montrer où j'en suis. Alors, je vais essayer de démêler ça. Donc j'ai emmené mon encours au tricoté de Bordeaux. Tout le monde l'a vu. Je vais mettre des petits bouchons d'aiguille. Et je vous montre ça tout de suite. Donc mon Rokiti, modèle de Tanis Lavallée, que vous connaissez par cœur, tant on l'a vu l'année dernière sur les podcasts un peu partout. Ce modèle, c'est un intemporel et un incontournable. Et voilà où j'en suis. Donc en 2 semaines, j'ai fait tout ça. 2 semaines ou 1 semaine? 2 semaines. On est déjà bien fait. Ouais, mais c'est super beau. Donc j'alterne en fait les couleurs. J'ai commencé par, j'allais dire j'ai commencé par les laines de Didier, mais en même temps il n'y a que ça. Donc j'ai commencé, en fait je les alterne dans le même ordre. Donc à chaque fois je prends un vert différent et après je les remets dans le même ordre. J'alterne avec la zone de Thèbes Nuage. J'adore, moi j'adore. J'ai beaucoup aimé tricoter le premier. J'aime autant tricoter le deuxième. Je crois que celui-là, il est encore plus doux parce que c'est de la Thèbes Nuage. Donc, c'est tout doux. C'est hyper agréable. Il est vraiment pas mal en vert. Je pensais pas aimer trop le tricoter en vert. Et puis, bon, je m'habitue à sa présence. En le tricotant, je m'habitue à sa couleur. Lucie, à qui j'envoie de gros bisous, est en train de tricoter sa version en rose fluo. Oh, trop beau, trop beau.
Eh oui, elle va kiffer mon vert et moi je kiffe son rose. Mais non, on ne peut pas les échanger car nous ne faisons pas la même taille. Mais c'est pas grave. Si j'ai des restes, je lui filerai mes restes. Et voilà, je trouve ça vraiment chouette. Ouais. Donc voilà, donc là, lui, c'est du tout droit. Désormais, quand j'ai des rangs droits, je tricote à la continentale tout le temps. Effectivement, ça m'a vraiment réduit les douleurs à l'épaule et au coude. Les mailles en vert, c'est plus galère pour moi, donc ça fait rien. Ce que je fais, c'est que les mailles en vert, je les tricote à l'ancienne et ça se passe très bien parce que j'ai pas des... J'ai eu des rangs en vert au début. Non, pas sur le Rokiti. Non, j'ai pas eu de rangs en vert. J'ai des rangs en vert sur le... Sur le quoi d'ailleurs? Sur le West. Mais bon, voilà, ça va, ça passe, j'y arrive. Donc voilà, donc après, je vais relever les mailles de l'encolure, vérifier si je fais un I-cord ou des côtes, parce qu'on peut, dans le patron c'est un I-cord, mais je crois que sur mon premier Rokiti, j'avais commencé par faire des côtes, ça m'avait pas plu, ça tirait trop sur le tricot, je l'avais défait et j'avais refait un I-cord, donc il est avec un I-cord, à la limite c'est un t-shirt, hein, donc voilà, si c'est un I-cord, ça apporte moins de lourdeur peut-être au patron. Voilà, mon Rokiti. Donc lui, tranquille. Quand j'ai besoin de zéro cerveau, tricoter des rangs au kilomètre, je prends celui-là et ça se passe très bien. Voilà. Donc ça, c'est mes encours. En fait, j'ai 2 châles, un top. 2 châles, un top en encours, c'est tout. En fait, j'ai pas tant d'encours. Non, j'ai d'autres châles en fait que j'ai démarré, mais qui vont prendre le relais sur ceux que je vais finir. Le trinquette que je vais reprendre quand j'aurai fini celui de Christelle et le All the Angles, tous les angles de West que je vais reprendre quand j'aurai fini le Grand West. Et quand j'aurai fini ces deux-là, je ferai le Grand West que j'ai prévu. J'ai trouvé un Grand West à faire qui va être encore de ouf. Voilà, ça c'est pour les châles. En encours de tricot de pull, j'ai le bleu là que j'ai tricoté, le Velaris façon Ranunculus. C'est pareil, c'est pour l'instant un peu en pause, mais bon, je vais sûrement, quand j'aurai fini ça au kilomètre, tricoter du tout droit, je reprendrai le bleu. Je vais tricoter, là je vais bientôt mettre sur mes aiguilles c'est un top de Marianne Munier. Si tu passes par là, Marianne, je te fais un gros bisou. Et je te remercie de faire des patrons aussi précis et aussi inclusifs. Parce que ça, franchement, ça ne se trouve pas chez tous les designers et j'apprécie énormément. C'est un top, ça s'appelle le Zef. Ce top, c'est un top qui ressemble un peu au Houlgat par sa forme. J'aime bien, c'est des mailles... Ici, là, c'est un petit motif en mailles glissées, je pense. Enfin, je pense parce que j'ai pas encore regardé le patron. Ce patron-là, je vais le tricoter avec... la très très belle laine. Bref, donc je vais la tricoter avec la mérino lin éclatante, la grâce de Ra. Ra, c'est le dieu soleil. C'est ça, c'est couleur du pollen de mes abeilles. C'est divin. Ça sent bon. Et ça fait un peu de poussière, mais bon, c'est rigolo. Et en fait, j'ai bobiné donc 2 écheveaux parce que je vais alterner les écheveaux. Parce qu'il y a des petites... ils sont très nuancés. Alors là, le jaune est en fait plus foncé hein, que ce que vous voyez là. Voilà, exactement comme ça. En fait, c'est plus foncé, mais c'est très jaune. Je voulais me tricoter un gilet au début. Et puis je me suis dit, un gilet jaune, c'est bien un gilet jaune, mais je pense que pour le draper, c'est mieux d'avoir un top. Par contre, je vais pas faire des manches comme Marianne, je vais rallonger un peu pour faire des manches comme ici, là, qui arrivent ici. Voilà, des manches qui arrivent un tout petit peu. Donc, je vais faire des petites manchettes. Il faut que je cherche dans mes patrons, parce que, enfin, dans mes patrons ou dans mes idées, je voudrais essayer de faire des petites manches volantées, ondulées. Donc, voilà, je sais pas si quelqu'un... peut m'aider à trouver comment faire des petites manches tout ondulées, donc plus grandes. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des augmentations. Je sais pas. Ou que je regarde peut-être sur un autre patron que j'achèterai, il n'y a pas de souci, hein, mais
Si un designer ou une designeuse me regarde, il peut m'aider. Ce serait trop cool. Voilà. Donc là, je vais mettre ça sur mes aiguilles quand j'aurai envie de castonner un truc. Parce qu'en fait, là, je mets... vraiment, je mets de côté le Grand Ouest. Lui, je le mets de côté. Parce que je veux pas... il est trop concentratif, là, sur la bordure, pour l'instant. Donc, le châle de Christelle, le test secret et le Rokiti. Si je m'ennuie un peu sur ces trois-là, je castonnerai le Zef. Ça me semble pas mal. Je vais vous montrer un truc, je reviens. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allée au tricoté de Bordeaux. Je vous aurais mis quelques images en intro de ce vlog. Et c'était trop bien. J'ai pu voir toutes les stars des réseaux en vrai. Et en fait, ça me fait un drôle d'effet. Je comprends mieux vos réactions ou vos comportements, entre guillemets, quand vous me voyez. Et je comprends mieux. Et c'est génial. J'ai vu Valérie. Je vais en oublier, hein. Je vous fais toutes des gros bisous. Valérie, la maman de Lysandre. Une pépite. Parmi tant d'autres. Merci à Sandrine du magasin Timeco à la Traîne de nous avoir reçus, de nous avoir permis de prolonger la journée avec Julie. On s'est un peu incrusté sur la fin du tricoté, c'est vrai. On s'était inscrite pour l'après-midi et puis finalement on est reparti à 21h30. Mais on a rigolé avec Julie, mais on a rigolé. Le lendemain j'étais morte. J'ai vu Laetitia au fil des pages by Laetitia. J'ai vu Émilie, ce n'est pas que du tricot. Non mais, j'étais contente de la voir, mais j'étais contente. Je la suis depuis un bout de temps. Certainement, peut-être depuis ses débuts, j'en sais rien. J'ai vu ma petite Emma. On va bientôt se revoir, c'est trop bien, j'ai hâte. J'ai vu aussi Lucie, 3615 Kumquat, qui était là, qui est passée nous faire un petit coucou. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, ma Lucie. J'ai vu d'autre? Je vais en oublier plein, J'ai vu Nathalie, que j'avais croisée l'année dernière au Festival du Mouton Ivre. J'ai vu aussi une autre personne que j'ai croisée au festival. Je me rappelais des visages, mais je me souvenais pas des prénoms. J'ai fait la connaissance de Pauline, qui tricote un châle. D'ailleurs, en fait, Pauline, elle portait un châle. Donc on s'est amusé à deviner, je me suis amusée à deviner lequel c'était. C'était le Close to You de Justina Lorkowska, je pense. Je vous mettrai le nom là si vous voulez. Ce châle, il est gratuit, à un écheveau. Elle l'a tricoté avec un écheveau qui est magnifique, qui est doré, qui a des nuances de jaune, orange, qui est sublime. Et elle tricote le même châle pour son chéri, avec plus des tonalités de noir, mais toujours ce petit jaune qui apparaît. C'est juste une super idée. Donc Pauline, merci pour cette idée, parce que je pense la reprendre moi aussi. Et félicitations, parce que ton châle est très très réussi. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment, voilà, un vrai coup de cœur. Voilà, j'ai rencontré plein de personnes formidables, de la bonne humeur, ça a fait du bien. J'ai vu Lisa de Squirrel's Yarn, que j'avais aussi vu l'année dernière au Festival du Mouton Ivre. Donc je vous fais à toutes 1000 bisous, parce que franchement, vous avez refait ma journée. Et évidemment, j'ai acheté de la laine. Oui, alors oui, j'avais dit, oui, j'achète pas de laine. Mais en fait, j'avais dit, j'achète pas de laine. Mais, j'ai acheté un peu de... Oh, j'ai été raisonnable quand même, j'ai été sage. Je trouve que j'ai été sage. Alors, chez Lisa, j'ai acheté 3 écheveaux. J'ai acheté 3 écheveaux... attends, je regarde les qualités. Ah bah 3 qualités différentes. Ouhou. Alors, je vais commencer par celui-là que je trouve magnifique. Mérino nylon 75-25, coloris Caraïbes, 100 grammes pour 425 mètres. Et c'est ça. Oh, bah, pas du tout. Alors, dans mon retour écran, ici, là, maintenant, c'est bleu presque électrique. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage ou à la télé. Donc, ce que je ferai, si au montage, c'est la bonne couleur, je vous dis rien. Si au montage, c'est pas la bonne couleur, je vous mettrai une photo. Enfin, en même temps, si je le prends en photo, ce sera pareil. Là, je vous dirai qu'en fait, c'est plus turquoise. En fait, c'est un turquoise. C'est une laine qui est retordue. Je ne sais pas si vous le verrez, j'ai pas
le zoom, tout ça, ça fait pas, mais c'est une laine qui est très retordue. Et c'est doux, hein, c'est très très doux. Et c'est en fait un turquoise très très nuancé. Donc il y a du plus clair, plus foncé. Magnifique. Alors, avec ça, j'ai pris 100% mérino, fruit du hasard. Et moi, le hasard, je trouve ça trop beau. Alors, en fait, pas du tout. Hein, là encore, vive les écrans. C'est pas du tout cette couleur-là. C'est un vert avec du bleu. Un vert d'eau foncé avec du bleu. Alors là, vous voyez deux bleus, mais non. Ça, c'est vert. Ah, je suis déçue que ça se voit pas. Et ça, c'est turquoise. Turquoise. En fait, les tonalités sont beaucoup plus vertes que ce que vous voyez. C'est dur à vous expliquer. Parce que si vous le voyez bleu, vous allez dire c'est pas vert, c'est bleu. Mais en fait, c'est vert. Bon. Celui-là. Ah, c'est bon. Donc celui-là, c'est de la Stellina. Mérino, nylon et Stellina. Cognacier du Japon. Bah ouais, c'est ça en fait. C'est la couleur du cognacier du Japon. Avec de la Stellina. Ouais, on la voit. Ah ouais. Je l'avais pas vu au début, je l'ai vu qu'après. Oh, c'est beau. Ça, franchement, ça fait un peu corail foncé. Plus rose quand même que corail, je sais pas. Cognacier du Japon. C'est trop beau. Non mais... Et j'adore. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Alors les trois, je vais pas les mettre ensemble. Ces deux-là partent dans un West, le prochain que je vais tricoter, a priori. Et celui-là, je sais pas encore, mais au vu de la couleur, j'ai déjà des idées. Mais bon, on en parlera plus tard. Donc ça, c'était chez Lisa. Merci Lisa. J'ai aussi acheté chez Timeco. Et là, en l'occurrence, donc j'ai acheté celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la Jawol. Yavol. Si on le dit en anglais, ça fait Jawol. Si on le dit en allemand, ça fait Yavol. En même temps, Beilaufgarn, ça doit être... C'est allemand, donc a priori, langue, ça doit être allemand. Oui, c'est ça. Enfin, made in Italy, donc... bon, bref. J'ai aussi pris de la langue Super Socks Color 4 Ply Super Wash. Donc c'est une laine qui est 75-25, autorayante. Autorayante qui fait des rayures comme ça. J'aime bien les laines autorayantes. On peut... J'essaie de refoncer la luminosité, c'est devenu tout clair. La laine autorayante, on peut s'amuser avec dans des chaussettes zéro cerveau. Il faut toujours avoir des chaussettes zéro cerveau. Et donc là, en contrastant, je mettrai aussi de la jaune fluo avec ma pelote de... J'ai de la Rascol, de la crème queue, je crois. Non, c'est pas de la crème queue. Je sais plus ce que j'avais acheté. Vous savez, ces grosses pelotes que je vous ai montrées une fois. Enfin bref, donc j'en ai encore de la jaune fluo parce que je trouve que le jaune fluo va réveiller la laine. Le jaune fluo, ça réveille. J'ai pris aussi chez Timeco deux petites pelotes de Tilia de Filcolana parce que je connais pas ce mohair et donc en fait le mohair, j'aime pas trop le mohair parce que je trouve que ça pique. Il y a un mohair qui me pique pas, c'est celui que j'ai acheté chez Didier, le mohair pop purple pop, je sais plus, que j'avais utilisé dans un châle. Je n'ai jamais trouvé un autre mohair qui ne me piquait pas. Et quand j'ai touché cette laine là, j'ai pas eu la sensation que j'ai à chaque fois que je touche du mohair, c'est-à-dire, oh, je peux pas. Pas du tout. Là, j'ai eu cette sensation de me dire, oh, c'est dingue, j'arrive déjà à la toucher. Parce que d'habitude, quand je touche des mohairs, vraiment, je sens que c'est un peu, pas rugueux, mais un peu, je sais pas comment vous expliquer cette sensation que ça fait. Là, j'ai touché ça, j'ai pas eu ce recul en disant, non, non, non. Je me suis dit, ah bah c'est marrant, c'est peut-être une des premières fois que je touche un mohair aussi doux. Donc je me suis dit, bah je vais la tester, alors pas dans un vêtement pour l'instant, je suis pas encore prête, hein, faut pas exagérer. Surtout que là j'ai 200 mètres je crois, par pelote, 210 mètres peut-être. Je vais regarder si je... Ouais, 210 mètres pour 25 grammes. Donc c'est ça, ça fait 420 mètres pour 50 grammes, oui c'est le truc normal quoi. Donc je vais l'utiliser dans un châle, probablement, dans une bordure a priori, pour voir si je supporte.
Parce que si c'est le cas, ça m'ouvre encore un horizon de mohair. Et là, ça pique un peu. Hein. Oh. Je sais pas. On verra. Je vais le tester et je verrai bien. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai acheté au tricoté. C'était trop bien ce tricoté. Ouais, j'étais contente de vous voir toutes. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien sur cette fin de semaine qui était un peu compliquée. Ouais, c'était trop chouette à refaire. Moi, je ne reviendrai pas toutes les semaines, hein, on est d'accord. Mais si j'arrive à me libérer une fois dans le mois, ce serait cool de faire ça régulièrement, histoire de... Ben voilà, de sortir un peu de chez soi et de sa bulle. Et ça fait du bien. Et voilà. Je crois que c'est tout pour ce matin. Ça fait 40 minutes que je parle. Ça va être encore un truc. Je reviens vous voir demain. Parce que j'ai noté vos questions. Il y en a un paquet. Donc, je reviens vous voir demain pour répondre à vos questions. Parce que là, je commence à fatiguer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mardi et je viens répondre à vos questions. Alors, je vais d'abord répondre aux questions tricot. Je ferai une petite pause et je reviendrai vous répondre aux questions. Déjà, c'est galère. Abeilles. Alors, les questions tricot. Pierrette m'a demandé combien de châles as-tu fait depuis janvier? Comme je te vois en tricoter souvent, je suis curieuse de savoir, il n'y a pas de souci. Donc j'en ai tricoté 8 depuis le mois de janvier, je les ai notés. Je vous mets pas les photos à chaque fois parce que bon, si vous me suivez, vous les avez vues. Si vous me suivez pas, ben, regardez les vidéos précédentes. Donc j'ai tricoté le rose des sables de Même les anges tricotent. Châle qu'il va falloir que je défasse parce que j'aime pas trop. Ça fait une bavette, il a pas une forme très heureuse. Le glittering, celui-là, que je ne quitte jamais. Le matin, quand il fait un peu frisquet pour être en manche courte et un peu chaud pour être en pull, je mets mon Glittering Snowscape de mon cher Steven. Ce châle, c'est celui que je porte le plus, je pense.
Cette année, en tout cas, c'est celui que j'ai le plus porté. Parce qu'il se place bien. Il est doudou. Ensuite, j'ai fait le bulle d'étoile de Cindy, de l'atelier des tricopathes, le striped S. Jeanne de Steven West, le smoky de West, le géogradient de West, le nuit estivale de Cindy, l'atelier des tricopathes, le petit Mumbai Trans que j'avais tricoté pour ma maman. Et là, je suis en train de faire le smorgasbord de Steven West, le à la croisée des mondes de Christelle, le trinquette de Charlie and Stitches et le All the Angles de West. Voilà, oui, je sais, je tricote beaucoup de châles, en même temps j'en porte beaucoup. C'est un vêtement, le châle, pour moi, c'est pas un accessoire. Donc ensuite, au niveau des questions de tricot, Béatrice, coucou Sophie, j'adore tes vidéos, merci beaucoup, et j'adore tes châles de West. Je suis débutante tricot et j'aurais aimé que tu me conseilles un châle Steven West à faire pour un premier châle. Pour un premier châle, sachant que moi je suis pas débutante et que pour moi un comme ça c'est facile. Mais pour le premier châle que tu peux faire de West, je peux te conseiller le Vertices Unite. Le Vertices Unite, c'est un châle qui est traduit en français. Il est en anglais, au prix de 8,40 € je crois, chez Steven West. Tu peux, d'ailleurs, comme tu es débutante, prendre les bons plis et le tricoter en anglais et vérifier si tu ne te trompes pas avec la traduction en français. Ça peut t'initier au tricot en anglais et t'ouvrir tout un tas d'horizons. Ce châle, c'est un châle... Voilà, je te le présente ici. C'est un grand châle. Tu peux choisir deux formats pour ce modèle-là. Il se tricote d'abord avec la pièce rayée qui est là. On commence par là où il y a ma main là, par la pointe. On fait un certain nombre de rayures. Tout est expliqué dans le patron. Jusqu'ici. Après, on part en diminuant. Là, ici, toujours les rayures. Après, donc ce châle, comment il se fait? On fait d'abord ça. Après, on vient faire cette pièce en bas, là, celle-là. Mais tout est expliqué comme il faut. Après, on vient faire le gris qui est au milieu, le rectangle. Après, on vient faire le violet qui est là. Et à la fin, on termine par celle-là. Ce châle, oui, je pense qu'il est largement débutant compatible. Il faut suivre le patron, lire ce qui est écrit, hein, évidemment. Mais pour un premier West, je pense que c'est chouette. Et tu peux jouer avec les couleurs. Moi ici, j'ai pas tout à fait, enfin j'ai même pas du tout respecté le code couleur du patron. J'ai fait ça avec des restes, et uniquement des restes. J'ai pas acheté de la laine exprès pour ça. Ça a été quelque chose de plutôt facile à faire. J'ai fait un I-cord avec une couleur contrastante pour lui apporter un petit peu de peps. Et je l'ai beaucoup porté. C'est vrai que je le porte moins parce que j'ai celui-là qui l'a remplacé, mais ouais, beaucoup porté. Vertices Unite. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ça c'est après, ça c'est après. Cécile m'a précisé que pour la laine dont on ne doit pas prononcer le nom, vous savez, on dit Skepius, parce qu'en fait, elle est belge, je crois, et elle parle le néerlandais, le flamand. Donc Skepius, oui, bon, de toute façon... J'aurais oublié d'ici là, je suis désolée. Ah oui, on m'a demandé pour les portes ouvertes de Didier. Je n'ai pas trouvé l'adresse sur son site. Donc, je vous la mets ici. Voilà, voilà. Donc, voilà, Saint-Pierre-des-Raux, c'est à côté de... C'est pas très loin de Bergerac. Voilà. J'ai hâte, mais j'ai un peu peur. J'ai l'impression que je vais passer mon grand oral. Bref. Ensuite, nanana... Quel châle me conseille... Alors, j'ai pas noté tous les prénoms, hein, parce que j'avais beaucoup de questions. Quel châle me conseillerais-tu chez West ou ailleurs, qui soit profond pour porter sur les épaules? Eh bien, en voilà l'exemple parfait, le Glittering Snowscape. C'est un châle d'hiver, mais tu peux très bien le tricoter dans des couleurs plus printanières. Il va très bien pour être porté sur les épaules. C'est un châle qui est grand, donc tu peux vraiment le coincer, le porter comme tu veux. Est-ce que ça se porte Est-ce que ça se porte comme ça? Aucune idée. Oh, normalement oui. Oui, on peut le porter dans tous les sens, celui-là. Ce châle, c'est... ouais,
Ça fait partie de mes châles préférés, ce châle-là, ce West. Le Glittering Snowscape. C'était le M-Cal, non pas le M-Cal, le Cal d'hiver, je sais plus comment il appelait ça. Bon, bref. C'est un châle demi-lune qui se commence par ici. C'est tout, hein. Il faut suivre les indications de Steven West. J'ai galéré pour la dentelle. Il y a des petites erreurs, mais ça se voit pas. Tous les points là, c'est super facile à faire. On joue avec les couleurs. Ce qui fait que c'est un châle doudou pour moi, c'est que en haut, j'ai utilisé la 8515 de Didier en coloris papillon éphémère. Donc il y a des petites zones de fluo et vraiment ça c'est ma couleur préférée je pense. Après j'ai utilisé de la single de je crois que c'est tôt le matin, hier. Après j'ai utilisé je me rappelle plus. Oh, je me souviens pas. Là dans la bordure, je sais qu'il y a de l'alpaga là-dedans, je crois. Je me souviens plus. C'est des laines qui sont très douces. Si je devais le refaire, je ferais pas cette distribution des couleurs parce que je trouve que ça fait trop une grosse masse claire en haut et le foncé il est pas assez grand. Donc je ferais, je me demande si je devais le refaire. Donc oui, je prendrais de la single, c'est sûr, quasiment sûr. Mais peut-être bien que je prendrais 4 écheveaux d'une même couleur. Ouais, oh, j'ai déjà une idée de ce que je... Imaginez un bleu marine avec des speckles fluo. Bon, je sais même pas si techniquement c'est possible, je pense pas. Mais ce serait divin. En single, tout doux. Bon, bref. Alors, question suivante. Question suivante. Penses-tu que le châle à la croisée des mondes est débutant compatible ? Je vous ai déjà dit que Christelle mettait un point d'honneur à rendre ce patron débutant compatible. Je l'ai déjà dit, je crois. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais remettre mes bouchons sur mes aiguilles pour ne pas les perdre. Le châle à la croisée des mondes est un modèle de ma petite Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Pour l'instant, vous pouvez le chercher, il n'existe pas encore puisque nous sommes en train de le tester. Oui, je vous l'ai déjà dit, ce châle est débutant compatible. Débutant qui, évidemment, débutant qui sait tricoter des mailles endroits, qui sait faire des jetés, qui comprend un peu le tricot, évidemment. Si vous ne tricotez pas et que vous avez tricoté juste un carré, laissez tomber, hein, bon. Mais... ce châle, il est débutant compatible. Il est expliqué suffisamment en détail pour vous permettre d'y arriver. Un débutant qui va prendre le temps, qui va se poser, qui va lire le patron et qui va suivre les indications du patron pourra réaliser ce châle. On a du point mousse. Donc c'est un châle slip. Petit coucou à ma petite Karine. J'ai regardé la moitié de ton podcast ce matin. Et tu as bien aimé le slip. Oui, le slip, là, je parle pas de string, je parle bien de slip. J'arrête. Bref, donc ça commence par une pointe, donc il faut savoir faire des diminutions et des augmentations. Mais voilà, c'est pas... franchement, techniquement, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Mais justement, ça peut être aussi un super moyen d'apprendre et d'avancer. Après, il faut savoir faire ça, mais ça, c'est rien du tout. Parce que Christelle explique suffisamment, parce que les personnes qui n'ont jamais fait de mosaïque arrivent à faire ça. D'ailleurs, Karine en est l'exemple parfait. C'est sa première mosaïque en tricot, et elle a réussi. Donc, vraiment, je vous assure que, oui, pour moi, c'est largement débutant compatible. Après, il y a des côtes anglaises. Donc, les côtes anglaises, il n'y a rien de secret pour une côte anglaise, puisque, après tout, la côte anglaise, c'est des côtes 1-1, une maille en droit, une maille en vert. Sauf que la maille en droit, au lieu d'être piquée classiquement dans le brin qui tient à l'aiguille, elle est piquée
en dessous. Mais il y a des tutos, elle vous met des liens vers des vidéos et tout. Franchement, facile. Et ça donne presque de la brioche. Ça donne vraiment l'effet moelleux de la brioche. Moi, ça fait pas paillasson, hein, ça fait plus petit matelas. Après, il y a la mosaïque. Donc là, il suffit de suivre le patron. Hein. C'est des mailles glissées, la mosaïque. Rien de bien compliqué. Prenez la maille et hop, vous la passez sur l'autre aiguille. C'est tout. Il y a un rythme, évidemment, pour faire le dessin. Après, c'est du point mousse. Jusque-là, rien de bien compliqué. On joue avec les couleurs. Et après, on recommence pareil. On refait la petite bande de mosaïque, les côtes anglaises, la deuxième bande qui encadre les côtes anglaises. Et là, on va faire la deuxième partie de mosaïque. Donc, débutant compatible, oui, 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 oui. Alors, question suivante. On me parle du châle trinquette. Il y a Happy qui se réveille, c'est mignon. Viens, viens, viens dire bonjour, viens. Viens dire bonjour, viens. Viens dire bonjour, viens. Allez, viens. Hop. Voilà. Dis Happy. Oui. Oh, bonjour. Oh, oui, bonjour. 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 On fait du petit câlin. Dis bonjour là-bas, regarde. Coucou. C'est mon petit Happy. Oh oui, il vient de se réveiller. Oui, on est le matin. Et Happy, il aime bien dormir le matin. Oh, il aime bien dormir. Attends, t'es un peu lourdeau quand même. Il y a Cookie qui me regarde là-bas. Elle est jalouse. Je fais, bah et moi? Bah viens, Cookie, viens. Viens là. Viens. Bon, on peut continuer le podcast, mon Happy, ou bien? Bon, ben reste là. Voilà, t'es mignon. Alors, au niveau, on m'a posé des questions sur le châle trinquette. Avec quelles aiguilles tu le tricotes? Est-ce que tu mets la thèbe de Didier en simple ou en double? Je cherche une fluo pour aller avec ma box de Noël aussi. Le tien, c'est vert ou jaune fluo du site. Alors, le châle trinquette. Oui, alors toi, il va falloir que tu descendes parce que t'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Ceux qui ont la ref auront la ref. Bon, le châle trinquette. Donc, est-ce que j'utilise les aiguilles préconisées? Je vais regarder ça tout de suite. J'ai fait tomber la feuille. Sinon, ce serait trop facile, hein, quand même. Alors, aiguille circulaire 3,25 sur un câble court 40 cm au début, puis 80 cm ou plus à votre convenance. Est-ce que j'utilise du 3,25? Ça m'étonnerait. Je tricote pas de châle en 3,25. Je pense que j'ai dû prendre du 3,5. Je vais essayer de lire. 3,5. Donc, j'utilise du 3,5. J'avais commencé. Et j'utilise de la Suri. C'est Suri, ça, c'est pas Thèbes. Vert fluo. Ouais, c'est vert fluo. Mais bon, ça irait très bien aussi avec du jaune fluo. Hein. C'est que j'avais que du vert. Enfin, j'avais du jaune, mais je le garde pour autre chose. Je ne vais pas vous dire maintenant. Donc voilà. Donc je tricote avec des aiguilles. Bah justement, on va parler des aiguilles. Donc attends, je vais voir si j'ai répondu à ta question. Avec quelles aiguilles tu le tricotes? Avec des Aya de 3,25 mm. Et un câble, j'ai dû prendre un câble de 40 pour l'instant. Mais oui, je vais grandir le câble quand le châle va grandir. Et les aiguilles, c'est des 10 cm. Parce que pour faire du continental, pour moi, c'est plus pratique. Est-ce que tu mets la thèbe de Didier en simple ou en double? En simple. Je vais te montrer. Il n'y a qu'un fil. Parce que c'est un fil qui est assez poilu et donc je trouve qu'il est assez épais. Il se suffit à lui-même. Après, j'aurais utilisé du mohair. Je pense que j'aurais mis en simple aussi. Pour donner un effet plus aérien. Mais j'avais pas de mohair à ce moment-là. Ouais, c'est super beau. Ça me donne envie de le reprendre. Mais je finis d'abord les deux que j'ai dit. Je cherche une fluo pour aller avec ma box. Est-ce que c'est vert ou jaune? Bon, bah c'est vert. Auriez-vous l'amabilité de me renseigner sur les aiguilles circulaires Xiaogu
sur les petites de 10 cm. Est-ce qu'elles sont à part du câble? Auriez-vous les références de ces aiguilles? Je ne les trouve pas sur Ascol. J'ai déjà acheté des aiguilles Xiaogu pour chaussettes qui vont très bien. J'aimerais acheter celles que vous utilisez. Alors, oui, les aiguilles Xiaogu que j'utilise. Ah, ok, ça doit être ça doit être celle-là. C'est celle que j'ai mis sur à la croisée des mondes. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Hein. Donc en fait, j'utilise des aiguilles Xiaogu que j'ai achetées chez Didier. Mais elles doivent y être sur Rascol. Donc c'est des aiguilles double point... si je vous dis de la merde. Alors, je recommence. Ce sont des aiguilles interchangeables de 10 cm. Le truc là, la jointure, elle est là où il y a mon doigt. Donc elle doit faire 10 cm. 3,75. Et j'ai pris un câble de 80, je crois. Voilà. Chez Xiaogu, les câbles, ils sont rouges. Enfin, ceux-là, ceux de ce diamètre. Mais, si vous les trouvez pas sur Rascol, bon, il faut chercher aussi, hein. Sur Rascol, vous tapez Xiaogu dans la marque et vous trouvez toutes les aiguilles interchangeables. Et quand vous rentrez dans la catégorie aiguilles interchangeables, vous pouvez choisir la longueur 13 cm ou 9 cm ou 10 cm. Mais, donc j'ai pris celle-là chez Didier parce qu'en fait, c'était quand j'étais allée le voir. Il a des aiguilles Xiaogu, d'ailleurs j'irai lui en rechercher d'autres. Bon bref, pour les portes ouvertes parce que j'ai pas assez d'aiguilles moi. Et je les achète au fur et à mesure, comme ça après au fur et à mesure je complète ma collection d'aiguilles. Mais chez Aya Aya, ils font aussi des aiguilles courtes. D'ailleurs c'est celles que j'ai sur le trinquet. Ce sont des aiguilles de, ça doit être la même longueur. Je vais essayer de pas tout faire tomber, ce serait bien. Faut pas rêver. Hein. Alors, est-ce que c'est la même longueur? Non, les miennes sont un peu plus courtes, mais Aya. Là. Et les Xiaogu sont plus pointus. Alors moi, je préfère les Xiaogu parce que, justement, quand c'est pointu et qu'on a des mailles glissées ou quoi, ça attrape bien la maille. Mais bon, celle-là, franchement, j'ai pas à me plaindre. J'arrive à faire des torsades avec, hein, donc avec celle-là, là, les Aya Aya. Oui, c'est ça. C'est du 3,25, du 3,5. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Elles vont très bien aussi. Donc en fait, c'est vraiment une appréciation personnelle. En fait, au niveau des aiguilles, elles sont là mes aiguilles. Au niveau des aiguilles, j'ai la trousse que m'avait cousue Margiva, MJ. Un gros bisou si tu passes encore par ici. Et c'est là-dedans que je range toutes mes aiguilles, mes câbles et mes aiguilles. Donc ça, c'est mon... En fait, c'était un kit que j'avais acheté sur Lily comme tout. Un kit de Aya Aya. Voilà, elles sont là. Ça, c'est mes aiguilles à torsade. Enfin, celles qui sont en métal, parce que j'en ai en plastique, je sais pas où elles sont. Bon, c'est pas grave. Et là, j'accroche les câbles, ici. Donc ça, c'est un câble... les câbles bleu ciel, ce sont les Aya Aya. Le câble gris comme ça, c'est un câble de Xiaogu. Voilà. Et en fait, les aiguilles courtes, comme elles vont pas dans cette trousse parce qu'elles sont trop courtes, donc elles s'enfoncent dans le truc. J'ai acheté ça, là. C'est un truc de mud, je sais pas comment vous dites. Ça sent bon, ça sent le cuir. C'est un accessoire de mud, ça se met dans une pochette à aiguilles. Et dedans, je mets toutes les mini, c'est-à-dire les aiguilles qui sont courtes, donc celles qui font 10 cm ou 9 cm, qui actuellement sont sur mes tricots. J'ai aussi une paire de Xiaogu en 3... Ah, bah j'en ai des 3,25. Je sais pas. En 3,25 interchangeables. Donc je les mets là. Je mets aussi les mini câbles de ce côté et les mini circulaires. Les mini câbles, c'est ça, de chez Aya Aya. Pour faire des manches par exemple, c'est pratique. Les mini circulaires, c'est pour tricoter des chaussettes. Donc j'ai du 3,25 et du 2,25. C'est écrit tellement fin que même avec des verres progressifs, 2,25.
Et j'arrive à voir les œufs des abeilles, mais j'arrive pas à voir les numéros de mes aiguilles. C'est fou. 2,5. Quand je tricote du jacquard en chaussettes, j'utilise celle-là. Je les utilise aussi des fois pour m'entraîner à tricoter en rond comme ça. Voilà, c'est du 23 cm de long. Et ici, j'ai une aiguille 2,5 de chez Knit Pro. 2,5 ou 2,25. Là encore, ça va être écrit tout petit. On dirait que c'est 2,25, ça s'efface sur les Knit Pro. Pour les chaussettes, que je n'utilise pas souvent. Et une aiguille, ça doit être Knit Pro Mindful. 3 quelque chose, non? 3,5, c'est pour faire des manches. Je m'en suis encore jamais servi. Et un tout petit câble. J'ai acheté ça par erreur, je me suis trompée. Je vois pas du tout à quoi il peut me servir. Il est tout petit. Voilà. C'est mon voisin qui fait du bruit. Il doit écouter ce que je dis. Parce que j'ai ouvert la fenêtre. Peut-être qu'il est intéressé par les aiguilles circulaires. Hein. Ça m'étonnerait. De toute façon, je vais pas lui apprendre à tricoter. Hein. Je vais déjà lui apprendre à faire moins de bruit. Bon, bref. Donc voilà au niveau des aiguilles. Est-ce que ça répond à toutes les questions tricot? Oui, bah c'est ça. C'est bon. Je fais une petite pause et je reviens vous voir avec les questions abeilles. Me revoilà avec les réponses à vos questions abeilles. Alors, Brigitte m'a demandé, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la propolis, s'il vous plaît? La propolis. Alors, je vous ai pris un cadre que je vais essayer de ne pas exploser parce que ça colle, parce qu'il y a du miel. Je vais essayer de l'attraper déjà. Ça, c'est un cadre de hausse qu'on a récupéré il y a 10 jours, qu'on est en train de... Je vous ai expliqué le taux d'humidité du miel et on est en train de faire réduire le taux d'humidité. Ce cadre, là, ici, là, vous le voyez bien. Tout ça, c'est de la propolis. La propolis, c'est une matière qui est fabriquée par les abeilles à partir de la résine des arbres essentiellement. Elles le transforment et en fait, ça devient cette matière. Donc, je vais vous la montrer sous une autre forme. Faut pas que je mette le cadre à l'envers, sinon ça coule, il y a du miel dedans. Et je suis au salon avec mes tricots autour. Alors, l'année dernière, j'en ai récupéré de la propolis. Voilà, on dirait, ça tombe. On dirait une grosse crotte. Je vous assure, c'est pas du caca, hein, vraiment. Ça ressemble en matière. Oh, ça sent bon. Sentez comme ça sent bon. Sentez là. Vous sentez cette odeur? Oh, ça sent la propolis. Alors, la propolis, c'est comme du caramel. Donc, quand il fait très très chaud en été, ça fond comme du caramel. Et quand il fait un peu plus frais, c'est dur comme du caramel. Vous voyez, je peux le plier en deux. Ça a la texture du caramel. Et ça sent, je sais pas comment vous dire, ça sent la propolis. Ça sent bon, ça sent un peu la ruche. Pas trop le miel du tout même. Alors en fait cette matière, bon parce que bon, on va pas parler de l'odeur pendant une heure. Cette matière, elle est fabriquée par les abeilles. Il y a une chose qu'elles aiment pas, les abeilles dans la ruche, c'est les courants d'air. Donc elles vont aller mettre de la propolis partout où il y a des courants d'air. Au-dessus des cadres. Les cadres, ils tiennent de chaque côté. Ici, ils tiennent de chaque côté. Donc elles vont aller isoler le dessous des cadres partout. S'il y a une fente dans le bois, parce que ça arrive que la ruche, bah, ça vieillit, c'est du bois. Elles vont aller calfeutrer toutes les petites fentes, tous les petits trous qu'il y a dans la ruche. Elles vont aussi, donc la propolis, elle a comme propriété de désinfecter. C'est un antiseptique. Donc elles vont aller momifier les parasites et les intrus qui rentrent dans la ruche et dont elles ne peuvent se débarrasser. Exemple.
il y a un gros papillon qui rentre, il meurt dans la ruche et elles n'arrivent pas à le sortir de la ruche. Elles vont aller l'enrober dans la propolis, dans un cocon de propolis. Elles vont tout l'entourer avec la propolis pour pas qu'il vienne infecter la ruche. Ça, c'est un petit exemple parce que le papillon, c'est pas très gros. Elles le font aussi avec des souris ou des mulots. Oui. Moi, j'ai jamais vu ça, hein, mais ça existe de trouver dans le fond des ruches un mulot momifié dans de la propolis. C'est ouf. Parce que c'est trop gros pour passer. Le mulot, il a réussi à rentrer dans la ruche par la porte d'entrée, mais elles peuvent pas le sortir, c'est trop lourd, c'est trop gros, ça passe pas, donc elles vont le momifier. La propolis, c'est un désinfectant antibactérien, ça a des tas de propriétés. Par exemple, moi, quand j'ai mal à la gorge, je mâchouille un bout de propolis. Alors, normalement, il est transformé. On fait de la teinture mère de propolis avec de l'alcool à 90 ou 70, aucune idée. Il y a une technique que je n'ai pas encore, parce que j'en ai pas beaucoup. Parce qu'en fait, il faut gratter tous les cadres. Et j'ai pas assez de ruches pour produire vraiment de la propolis. Ça, c'est l'équivalent d'une... ce que j'ai là, ici, que je vous ai montré tout à l'heure. La crotte là que j'ai, c'est l'équivalent de 10 ruches en une saison. C'est vraiment très peu. Mais on peut utiliser de la teinture mère de propolis. Et moi, ce que je faisais en été, c'est que quand on a de la propolis, on la mâchouille et ça désinfecte la gorge quand on a mal à la gorge. Voilà. Donc la propolis, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question abeille? Quelle est la différence entre abeille et guêpe? La différence entre abeille et guêpe, donc je vous mets une photo de la guêpe, elle a des pattes plus longues, elle est plus jaune et elle pique. L'abeille aussi, mais elle pique que si elle est menacée, alors que la guêpe, elle pique tout le temps. Et puis, bah, c'est pas la même variété. C'est pas la guêpe n'est pas une abeille, c'est une autre branche, quoi. Enfin, c'est comme si vous compariez une grenouille et un hérisson, c'est pas la même branche. Donc voilà. Est-ce que les guêpes font du miel? Pas que je sache. Les abeilles qui font du miel, c'est la race, parce que c'est des races comme les chiens, hein, races de chiens, races d'abeilles. Ce sont des Apis mellifera, ce sont des abeilles qui produisent du miel. Il y a d'autres races d'abeilles qui ne produisent pas de miel, ainsi que les guêpes. Françoise me demande, êtes-vous obligé de faire contrôler votre miel par un organisme particulier? Y a-t-il... Alors, non, on n'est pas obligé de faire contrôler le miel par des organismes particuliers. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a même pas du tout de contrôle. Il y a peut-être des contrôles, mais en tout cas, pas que je sache. Et y a-t-il des certifications particulières comme miel de France ou miel 100% abeille? Alors, je te reprends tout de suite, c'est pas du miel 100% abeille, c'est du miel 100% fleur. Parce que si tu broies des abeilles, tu n'auras pas du miel. Est-ce qu'il y a des certifications comme miel de France ou miel 100% miel de fleurs? Non, pas du tout. Et c'est bien là le problème. C'est que quand vous achetez du miel dans un magasin, vous regardez sur le couvercle et vous voyez toutes les lettres des pays d'origine. Roumanie, Ukraine, Pologne, Espagne, etc. Et on croit manger du miel parce que ça s'appelle avec un nom bien français que je vais pas dire ici. Je suis pas là pour faire l'apologie de cette coopérative entre guillemets, mais en fait on vous mélange des miels étrangers pour vous faire un pseudo-assemblage en vous disant allez goûtez le bon miel. Et en fait on n'est pas du tout sûr que ce soit du miel de fleurs, parce que c'est du miel quand vous le faites analyser qui est essentiellement à base de glucose, de sucre, parce que ce sont des apiculteurs qui ont des milliers de ruches, qui font ça de façon industrielle et qui nourrissent même en mettant des hausses. Donc ils mettent des hausses, ils mettent du sucre pour que les abeilles, elles aillent transformer ce sucre en miel. Enfin, elles le transforment pas, en fait, elles le stockent dans les alvéoles. Ils le récoltent en faisant croire que c'est du miel. Donc non, il n'y a pas de réglementation, de légifération là-dessus. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que le miel 100% fleur qui est vendu par des petits apiculteurs, il est peut-être plus fiable que du gros miel que vous achetez dans vos supermarchés. Sur les marchés, des fois, vous voyez des gens qui vendent du miel. Eh ben, posez-leur des questions. Posez-leur des questions. Vous verrez vite si vous demandez, tiens, pourquoi il a cette couleur? Tiens, pourquoi celui-là, il est liquide?
tiens, comment ça se fait que votre miel de châtaignier, il est très jaune? Il n'est pas censé être plutôt marron, un peu plus foncé? Voilà, intéressez-vous. Où sont vos ruches? C'est quoi l'environnement de ces ruches-là? Posez des questions à l'apiculteur qui a un stand sur le marché et vous verrez ce qu'il vous répond. Si vous voyez que il répond à des questions, il connaît son métier, bah là vous pouvez avoir confiance et vous dire bon, il me répond, ça a l'air à peu près, c'est fiable, bon, ça a l'air d'être pas mal, allez, hop. Si vous voyez qu'il vous garantit que c'est français, nanana, qui vous garantit, voilà, c'est un petit peu le flair. Alors ça c'est les questions tricot, nanana. Alors Sonia, je me demande comment un essaim qui se déplace et qui doit représenter un certain poids reste en suspension et vole. La reine est-elle au milieu et comment font-elles pour choisir la direction et voler de concert? Alors, je me demande comment un essaim qui se déplace et qui doit représenter un certain poids reste en suspension et vole. Un essaim, c'est pas un objet. Un essaim est composé de milliers d'abeilles et chaque abeille a 2 ailes. Donc, 1000 abeilles, ça fait 2000 ailes. Vous avez vu comme j'ai calculé vite. 10 000 abeilles, ça fait 20 000 ailes. Comment ça vole? Bah, par les ailes. C'est un groupe, mais qui est individuel. Comment vous expliquer? Chaque abeille vole. Alors l'essaim, d'ailleurs, quand il se déplace, c'est pas une boule qui se déplace comme ça. C'est des milliers d'abeilles qui tournent, qui volent. Pourquoi elles tournent? Pour indiquer la direction à toutes les autres abeilles. Comment elles savent où elles doivent aller? Il y a des éclaireuses. Avant d'essaimer, il y a un phénomène d'essaimage qui se met en place dans la ruche où il y a la reine qui doit sortir. Quand la reine sort, quand elle veut sortir et essaimer, elle prévient par ses antennes, par un déplacement en faisant des cercles dans la ruche, attention, je vais m'en aller, celles qui m'aiment me suivent. En gros, c'est ça. Avant de s'en aller, il y en a certaines qui vont dire, d'accord, on va te suivre, mais avant, moi, je vais aller te dire où on va aller. Elles vont sortir de la ruche, elles vont aller inspecter les environs, chercher un trou, chercher un endroit où se poser. Une fois qu'elles ont trouvé cet endroit, les éclaireuses, elles vont revenir et elles vont dire à la partie qui va essaimer, on peut aller à tel endroit. Comment elles vont leur dire? En faisant des cercles dans l'air. Elles vont voler en faisant des 8 ou en leur indiquant. C'est un moyen de géolocalisation qu'elles ont en disant on peut aller se poser là. Donc les autres abeilles, quand elles vont essaimer, la reine et les autres abeilles vont voler en faisant les mêmes mouvements et en rejoignant l'endroit indiqué par les éclaireuses. C'est comme ça qu'elles arrivent à se guider. Elles volent pas toutes en même temps. Elles volent dans un... On croit que c'est le bordel en fait. On croit qu'elles volent dans tous les sens, n'importe comment, pas du tout. Elles volent ensemble, mais chacune différemment, séparément. Et tout ce groupe d'abeilles, tout en faisant des tas de figures dans le ciel, rejoignent l'endroit indiqué par les éclaireuses. Donc c'est pas un gros paquet d'abeilles qui se déplacent comme ça, c'est tout un tas d'abeilles qui volent dans tous les sens. Donc comment elles font pour se déplacer? Avec leurs ailes. Voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le monde des abeilles m'a toujours fasciné, même si j'en ai très peur car je réagis fort aux piqûres, oui moi aussi. Quand je vois les apiculteurs manipuler les cadres sans protection, j'ai peur pour eux. Je suppose que c'est une question d'habitude. Oui, mais pas que. C'est aussi une question de race d'abeilles. Il y a des races plus agressives que d'autres. Les abeilles noires, par exemple, ce sont des abeilles qui sont très... en fait, c'est des abeilles qui sont très sauvages. Et du coup, elles ont tendance à être plus agressives. Donc, les apiculteurs qui manipulent leurs essaims, enfin, pas leurs essaims, mais leurs colonies, leurs cadres sans combinaison et sans gants, déjà, c'est des apiculteurs qui ne sont pas allergiques, et ce sont des apiculteurs qui ont des variétés très douces, qui ne piquent pas. Voilà, ou qui piquent très, très peu. Y a-t-il des couleurs à éviter pour ne pas attirer les abeilles? Non, il n'y a pas de couleurs à éviter pour attirer les abeilles, parce que déjà, de base, on n'attire pas les abeilles. Les abeilles sont attirées par du sucre ou des fleurs. Donc, les humains, en fait, elles s'en foutent, hein. Vraiment, elles vous passent à côté. Si vraiment elles vous piquent, c'est que vous l'avez cherché. Vous faites des grands gestes comme ça, va-t'en, oh là là, j'ai peur, elle va me piquer. Là, elle va vous piquer, c'est sûr, elle se sent agressée. Vous voyez une abeille qui arrive, vous attendez. Elle peut se poser sur vous, elle vous piquera pas spontanément. Faut vraiment que vous la cherchiez pour qu'elle vous pique. Vous allez faire ça, vous la loupez, elle vous aura piqué, c'est évident. Il faut la laisser faire.
En fait, l'abeille, elle est attirée par le sucre. En fait, elle s'en fout de nous. Elle veut juste ramener du sucre à la colonie. Donc, au pire, si vous voulez les éviter, ben, vous mangez pas de sucre dehors. Généralement, c'est les guêpes qui vont venir en première ou les frelons. Les abeilles, c'est vraiment les fleurs et le nectar qui les intéressent. Ou le pollen, mais elles vont pas spontanément venir vous attaquer. Vraiment. Comment pièges-tu les frelons sans piéger les abeilles? Vous coupez une bouteille en deux, vous mettez la partie où il y a le trou du bouchon à l'envers dans le dessus de la bouteille, dans laquelle vous avez préalablement mis du sirop cassis, grenadine. Généralement, c'est le cassis qui marche mieux, donc une bonne... voilà. Vous mettez dedans de la bière. Alors, je vous dis pas quand je vais chercher de quoi piéger les frelons dans les magasins. Ah la honte, j'arrive à la caisse avec mon cassis, ma bière et mon vin blanc, et ils doivent se dire oh, la vieille alcoolique, parce qu'en fait je prends de la bière pas chère, la moins chère, les frelons quoi. Et on met du vin blanc. Le vin blanc, c'est une odeur qui repousse les abeilles. Donc à la caisse avec mon vin blanc, Ecoplus en bouteille en plastique, ma bière à 2 balles. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc c'est comme ça qu'on piège les frelons sans piéger les abeilles. C'est le vin blanc le secret. Donc voilà. Mais là de toute façon, on peut piéger, mais c'est déjà trop tard. Toutes les fondatrices sont en train de faire leur nid. Est-ce qu'il y a une température minimum dans la ruche? Est-ce que les abeilles régulent la température? Minimum 34, je crois. 34 à 37 degrés. Est-ce que les abeilles régulent la température? Oui, bien sûr. En été, elles ventilent. Elles ventilent, ça veut dire en fait, elles régulent la température du couvain. Donc, elles vont ventiler, elles vont aller chercher de l'eau dans un point d'eau, donc un bassin, n'importe quoi. Hop, elles ramènent de l'eau. Et en battant des ailes, ça fait de l'évaporation. Et c'est ce qui permet de rafraîchir la température de la ruche en plein été, en pleine canicule. En hiver, à contrario, la colonie est plus petite, donc elles vont se mettre en plein cœur de la ruche et se tenir les unes contre les autres pour se tenir chaud. Oui, elles régulent la température. C'est fou. Est-ce que tu plantes des fleurs ou autres pour aider les abeilles? Oui, oui, oui. Je sème des mélanges mellifères qu'on achète à Gamme Vert ou n'importe où. Je fais pas de la pub pour Gamme Vert, ni Jardiland, ni n'importe quel machin. Et je sème de la facélie. Je vous en ai parlé quand je vendais mon miel. Je vous en apporte chez Didier. Je vous prépare des petits sachets de facélie à semer dans vos jardins. La facélie, c'est une jolie fleur violette. J'ai un amour pour cette fleur qui est magnifique et qui attire les abeilles. Je vous en prépare des sachets. Ce sera un prix libre. Vous faites ce que vous voulez. Je vous mettrai une boîte. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est par principe, c'est pour soutenir mon activité d'apiculture et aussi mon langage. J'arrive plus à parler, mais vous repartirez avec votre petit sachet de facélie. Est-ce que vous rêvez parfois de vos abeilles? Non, non, non. Quand je dors, je dors. Je rêve de tas d'autres choses, mais je suis pas là pour vous raconter mes rêves les plus fous. Et je rêve pas de mes abeilles. Non, non, non. C'est tout pour aujourd'hui. Ça a été long parce que j'ai eu beaucoup de questions, mais j'aime ça. J'ai probablement oublié une ou deux questions. Ne m'en voulez pas. Hein. Je peux pas être partout. Excusez-moi, je vais bâiller. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Donc, je vais me faire le montage de ce vlog qui sera assez long. J'espère que vous allez supporter ça. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été attentifs, de m'avoir posé des questions, de m'avoir laissé des commentaires et des gentils mots de soutien quand j'étais malade. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien et voilà, ça m'a donné envie de revenir là maintenant. Je sais pas du tout à quel rythme je reviens, si c'est toutes les semaines encore ou pas. Voilà, je me laisse... c'est comme j'ai envie, vous le savez. Je sais que vous êtes toujours fidèles au poste et ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours là. Je serai contente de vous rencontrer chez Didier. Ça va être aussi un chouette moment à venir. J'aime beaucoup venir à votre rencontre, même si je commence à avoir un peu les boules, enfin la trouille, parce que j'ai l'impression, oui, c'est ça, de passer un grand oral. Je sais que vous m'attendez, mais n'attendez pas trop de moi, ne m'en demandez pas trop. Hein. Bon, voilà. J'espère aussi venir avec du miel.
pour l'instant, voilà, c'est un peu compromis, mais bon, de toute façon, je serai là pour vous parler de la ruche. Je vous montrerai comment ça se passe dans une ruche. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à plus tard.